Nous voici déjà dans le dernier épisode de cette saison sur l'impact de l'éducation financière dans la réussite des femmes solopreneurs. Après avoir défini ce qu'était l'éducation financière, abordé le choix du statut de la micro-entreprise au regard de cette éducation, défini les risques de l'entrepreneuriat sans éducation financière et vu comment on pouvait casser le plafond de verre lié à l'argent, il reste un sujet à traiter et pas des moindres. Comment prendre ou reprendre le pouvoir sur ses propres finances? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Mais avant qu'il ne commence, je te présente l'outil qui me permet de ne plus m'arracher les cheveux chaque mois lorsque je dois déclarer l'URSSAF et la TVA. Il s'agit de superindep.fr. Pour moins de 20 € par mois, tu te libères de la charge mentale mensuelle des déclarations. Elle n'est pas belle la vie? En cliquant sur le lien en description, tu peux bénéficier de 10 € de réduction pendant 2 mois pour tester la solution. À toi de jouer! Ça suffit les conneries, un podcast anti-bullshit sur la communication et l'entrepreneuriat. Il est là pour accompagner les indépendants à se détacher des injonctions et oser enfin communiquer selon leurs propres règles. La première question qui revient souvent et que je me suis posée aussi, c'est: existe-t-il un trop tard pour prendre ou reprendre ses finances en main? Les invités de cette saison sont unanimes sur la question. Jamais. La veille de ta mort, oui. Oui, mais bon, c'est quand t'es à 80 ans, quoi. Quand t'es... Bon, tu vas changer quoi de toute façon? Tu vas rien changer, non? Voilà, donc ouais, à 80 ans. Mais sinon, jusqu'à 79 ans... Jamais. Je pense pas. Je pense que de toute façon, l'argent, si on le voit comme un moyen d'atteindre nos rêves, nos objectifs, d'avoir un quotidien confortable, de réaliser des rêves, des projets, ce sera pour toujours. Non, il est jamais trop tard. C'est, en plus, comme je le disais un peu plus tôt, c'est plus que de l'argent. Quand on décide vraiment d'introspecter sur ce sujet-là, pour tout ce que vous allez découvrir au fond de vous-même, il est jamais trop tard. Non, il n'existe pas un trop tard. Et heureusement, parce que sinon, ce serait bien triste. Héloïse Boll, fondatrice d'Oseille et compagnie, nous précise tout de même que pour certaines actions comme un achat par exemple, l'âge peut avoir un impact et c'est important de le savoir. Il y a un trop tard en revanche, par exemple, pour un truc qui est fondamental dans les finances personnelles, qui est la construction de l'immobilier. Il y a un âge où tu n'es plus éligible à l'emprunt. Il y a un âge où en tout cas tu vas être éligible à l'emprunt, mais tu pourras plus emprunter sur 25 ans, puis tu pourras plus emprunter sur 20 ans. Et donc, mon credo sur ce terrain-là, c'est que plus tu fais tes opérations immobilières tôt, plus tu as du temps devant toi pour faire d'autres opérations immobilières, pour revendre, acheter plus grand si tu as besoin, pour avancer sur encore une fois, cet immobilier qui te permet d'avancer sur des montants significatifs. Donc, je pense que c'est quand même bien de se pencher sur le sujet avant ses 35 ans, histoire d'être en mesure d'emprunter avant ses 40 ans ou ses 45 ans. Sachant ça, par où peut-on commencer pour prendre ses finances en main? La première chose à faire est d'oser mettre son nez dedans. Fini la technique de l'autruche. On ouvre bien grand les yeux afin de voir ce qui se passe sur ses comptes pro et ou perso pour avoir la possibilité de prendre les choses en main. Je sais que ce n'est pas facile, car lorsqu'on ne l'a jamais fait, on a un peu peur de ce qu'on va y trouver. Pourtant, c'est comme tout. Faire un état des lieux de l'existence, c'est la seule façon de comprendre d'où on part et de pouvoir améliorer les choses. Le positif est que si tu ne l'as jamais fait, ta marge de progression est énorme. Tu auras rapidement des petites victoires et des ajustements positifs lorsque tu vas passer à l'action, même une toute petite chose. Concrètement, comment faire? D'abord, regardez combien tu gagnes vraiment, encore plus si tu es indépendant. Combien tu te paies tous les mois? Est-ce que c'est fixe, variable? Est-ce que tu te paies en premier ou est-ce que tu te prends seulement ce qui reste? Ensuite, regardez vraiment combien tu dépenses. Les charges fixes et qui ne bougent pas, comme ton loyer par exemple, ton abonnement téléphonique, et ce qui varie comme tes sorties, tes dépenses imprévues, etc. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à dresser le constat. Est-ce que ce que tu gagnes couvre tout pile ce que tu dépenses? Ou est-ce que tes dépenses sont plus élevées que tes revenus? Ou est-ce que ce que tu gagnes couvre largement ce que tu dépenses? À toi de voir. Ensuite, comme le disait Estelle B dans un épisode précédent, c'est tout simplement faire le jeu du plus et du moins. Si tu gagnes plus que ce que tu dépenses, c'est top. S'il te reste de l'argent à la fin du mois, que peux-tu en faire? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont tes loisirs? Est-ce que tu l'épargnes? Ce sont aussi des questions à te poser. Si ce que tu gagnes est moindre, il faut essayer de trouver comment optimiser et réduire tes dépenses pour ne plus vivre au-dessus de ce que tu peux dépenser. Je sais que ce n'est pas facile, attention. Là, je parle juste de façon pratico-pratique sur ce qui pourrait ressortir de ton audit. Si tu es dans cette situation, je te conseille vivement de te faire accompagner par quelqu'un qui pourrait t'aider à y voir plus clair. Un professionnel, bien évidemment.
Ce jeu du plus et du moins fonctionne aussi pour tes comptes pro. C'est d'ailleurs une partie de la compta. Voilà, maintenant que ton audit est fait, la deuxième chose, c'est le fait de t'intéresser au sujet de l'argent. Avant d'en parler et de faire mon audit toute seule, j'ai lu, regardé et écouté plein de contenus sur le sujet. Pourquoi ? Parce que rien que dire argent, vouloir gagner de l'argent, vouloir avoir de l'argent, n'était pas une chose naturelle pour moi. Encore moins entendre des sommes comme 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros. Alors qu'en tant qu'entrepreneuse, c'est vital et logique de devoir avoir assez pour couvrir ses charges et même se faire plaisir. Oui, on a le droit. Dans les recommandations de contenu, j'ai poncé le podcast Thune. J'ai écouté absolument tous les épisodes car on y découvre à quel point l'argent est central dans notre société, mais du point de vue de l'individu. Lambda, comme toi et moi. On y entend des gens pleins aux as comme des gens sans le sou. On entend des gens qui ont volé pour dépenser moins ou d'autres qui doivent subvenir aux besoins d'une famille qui ne côtoie même pas. Bref, autant de situations que de personnes différentes. Pour te dire que dans ce podcast, on aborde pleinement le sujet de l'argent sans tabou et avec un regard hyper subjectif. Et perso, j'ai trouvé ça hyper éducatif. Ensuite, j'en ai beaucoup parlé avec des copines, notamment Sandra. Elle m'a parlé d'un système qu'elle utilisait pour constituer et gérer son budget, le système des enveloppes. Si tu ne le connais pas, c'est une manière pratique de gérer son budget en allouant un montant à chaque poste de dépense. La particularité est que c'est de l'argent en liquide qui est mis dans des enveloppes dédiées. Par exemple, une enveloppe course, une enveloppe loisir, une enveloppe anniversaire, etc. Ce système permet également d'épargner pour des échéances comme des vacances ou un mariage par exemple. Une fois qu'elle m'en a parlé, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube à ce sujet. Je n'en aurais aucune à te recommander particulièrement, mais la dernière que j'ai regardée était celle d'Elisa. Elisa Lehe, le E, j'ai peur d'écorcher son nom, L-E-H-E Design. Elle m'avait marqué car c'était la première fois que je voyais une indépendante utiliser ce système, ce qui était beaucoup plus proche de ma réalité. Sur Instagram, j'ai suivi Oseille et compagnie. Tu sais qui c'est Héloïse Boll qui l'a fondée, et tu l'entends depuis le début de cette saison. Elle y aborde de nombreux sujets autour de l'argent sous le prisme du féminisme en abordant une notion essentielle, l'argent dans le couple hétéro dans notre société patriarcale. Et crois-moi, il y a de nombreuses choses à dire. Le deuxième compte que je te recommande, c'est mon budget bento, le compte de Maëva qui est très pratico-pratique et met les pieds dans le plat. Avec ce compte, tu apprends concrètement à sortir du découvert, gérer ton budget ou encore constituer une épargne. D'ailleurs, Maëva, je ne l'ai pas connue via son compte Instagram mais via son livre qu'une de mes meilleures amies m'a offert. Il s'agit de mon budget sur pilote automatique, le carnet, écrit sous son pseudo Paula Kay. Ce livre est vraiment celui qui m'a fait passer à l'action. C'est d'ailleurs la troisième chose à faire. En réalité, ce livre est un carnet de bord. On peut y écrire à l'intérieur et faire des exercices concrets, comme le fameux état des lieux de ses comptes, par exemple. C'est le moment de ne pas reculer face à l'ennemi et d'y aller franchement. Fais-le lorsque tu as quelques heures devant toi pour vraiment éplucher sur plusieurs mois tes comptes pour avoir un audit le plus précis possible. Avant de passer à l'action, tu as de nombreuses explications qui te permettent de comprendre pourquoi il est nécessaire de faire certaines choses avec des exemples très concrets pour comprendre des notions indispensables, comme le calcul des impôts, par exemple. Tu peux coupler mon budget sur pilote automatique le carnet avec son petit frère, mon budget sur pilote automatique j'épargne enfin. Contrairement à ce que j'ai déjà pu voir, il ne te fait pas réécrire sans cesse les mêmes dépenses comme ton loyer ou ton abonnement internet et te permet de mettre en place une vraie stratégie pour avoir de l'argent de côté et disponible. Un peu plus tôt, je te parlais du compte d'Héloïse. Quand j'ai suivi son contenu, ça m'a aussi permis de voir ce que je pouvais changer à l'échelle de mon foyer et pas uniquement sur mes propres finances. Par exemple, se rendre compte à combien on contribue au foyer et si dans ces conditions il est possible d'épargner. Si on contribue à 50-50 alors que le conjoint a un revenu plus élevé. Quelle est la part d'impôt qu'on paie et est-ce qu'elle est juste au vu de notre situation financière? Si tu es marié ou que tu comptes avoir la bague au doigt bientôt, je ne peux que te recommander d'aller suivre son contenu car à ce sujet, il y a aussi des pépites indispensables à savoir. Tout ça, c'est ce que tu peux faire toute seule. De mon côté, j'ai décidé de suivre une formation sur l'investissement. Il en existe plein aujourd'hui pour comprendre concrètement ce qu'est un livret A, la bourse, une action, une assurance vie, un PEA, avoir un aperçu de l'intérêt de l'investissement locatif aussi et plein d'autres choses. Pour comprendre également comment se mettre en sécurité avant de tenter des investissements plus risqués. J'ai compris ce qu'était une épargne de précaution, celle qu'on devrait tous et toutes avoir, car c'est elle qui permet d'essuyer les coups durs du quotidien. Tu peux aussi participer à des ateliers. Maëva et Héloïse en donnent sur des sujets différents. Regarde un peu leurs actualités pour voir lesquelles pourraient te correspondre au vu de tes besoins et de ta situation actuelle. La dernière action, et pas des moindres, c'est d'être indulgente et patiente avec toi-même. Être patiente pour ton bien-être. Vouloir agir avec précipitation et sans se poser peut être réellement dangereux et te mettre dans des situations compliquées, notamment financièrement. Être indulgente, car nous n'avons pas tous la même histoire et malheureusement pour beaucoup d'entre nous, nous entamons cette éducation financière une fois adultes car ça a été nécessaire.
Être indulgente aussi, car comme nous le disaient Elena Daskalaki et Gaëlle Ancarno, toutes les deux coachs, l'argent cache toujours quelque chose. Derrière l'argent, il y a une émotion, une situation. Le fait de mettre le nez dedans peut te secouer, faire remonter des choses que tu n'avais pas raccrochées à ce sujet des finances. Tu peux aussi être en colère ou culpabiliser de ne pas t'y être mise avant parce qu'aujourd'hui, on peut facilement trouver des ressources. Sauf qu'il faut se sentir prête et que si tu l'avais fait plus tôt, ça n'aurait peut-être pas été le bon moment pour toi, ton état psychologique et ton bien-être mental. Si tu fais la démarche aujourd'hui, félicite-toi. Dis-toi les mots que tu offrirais à une personne qui te raconterait une situation similaire à la tienne. Sois douce. Merci d'avoir écouté cette saison 2 de Ça suffit les conneries. Je tiens à remercier Alice Crive des Belles Fréquences pour son travail de montage et d'habillage sonore sur toute cette saison, ainsi que toutes les invitées qui m'ont accordé du temps et un bout de leur histoire. Il y avait donc Mélissa Osmani, Héloïse Boll, Estelle B, Stéphanie Joncard, Adélaïde Naxos, Elena Daskalaki, Maëva et Gaëlle Ancarno. Si cette saison vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles et ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça soutient le podcast et ça, c'est vraiment précieux. À très vite! Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre des étoiles et ou un commentaire selon la plateforme via laquelle tu l'écoutes. Et surtout, tu peux venir suivre Ça suffit les conneries sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Threads. À très vite!